Salut tout le monde. Alors, petite vidéo tout le matin pour un peu parler de la vidéo de l'I3 de The Division qu'on a vu hier soir à minuit. Donc, j'ai sur ma gauche la vidéo de The Division sur l'I3 2013 et sur ma droite, ici, la vidéo de The Division sur l'I3 2014. Je me suis amusé à faire quelques comparatifs, un peu suite à la vidéo qu'on a vue de Marco Style qui fait ça en anglais avec beaucoup plus de détails et beaucoup plus de précision que moi. Je fais ça très bien, mais j'avais envie de relever pour tout le monde un peu les quelques détails que j'ai notés depuis hier soir. Alors concrètement, on voit pas mal d'évolutions. Donc je vais passer sur l'I3 2013. Donc premièrement sur la map, moi je vais peut-être parler un peu plus du jeu aussi. Parler un peu plus du jeu concrètement, comment ça se passe, parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc je vais commencer par euh, l'I3 2013 qui est ici. Donc on voit, donc je suis sur la scène de la carte, où il affiche sa carte. Est-ce qu'il va réussir à reprendre tel que je le veux? Ok. Donc ici, le premier détail qu'on va noter, c'est l'interface. C'est-à-dire que, je vais reprendre même encore plus tôt. Voilà, donc là on commence avec la vidéo où on descend la rue. Donc c'est l'I3 2013, c'est la première vidéo de gameplay de The Division. Première chose qu'on constate ici, on voit la pharmacie. Ça nous rappelle un peu DayZ avec donc une espèce d'épicerie dans laquelle on pourrait éventuellement fouiller. Et quand on écoute le son, on arrive sur le personnage. Voilà. Donc on a le premier détail, c'est l'interface. On voit ici que il a a priori, enfin, on a une annonce de Water Street qui est un peu buggée. Ici, au début, j'avais pris ça pour un problème de flotte, mais en fait, non, il n'y a pas la survie de l'eau. On en avait parlé avec Féa. Il n'y a pas la survie de l'eau. Donc ça, c'est juste c'est Water Street en fait, qui est marqué comme ça. En fait, non, c'est pas buggé, c'est parce qu'il m'a testé. Donc c'est Water Street ici qu'on a de indiqué. Au niveau de l'interface, on relève ici donc l'interface de groupe qui est assez large en fait au final sur l'écran. Si on regarde la superficie que ça prend, c'est quand même pas mal. On voit le groupe avec Megan, Bronson et Chris. D'accord? On voit que Chris est AFK et joue sur une tablette. Ça, c'est les petits détails. Autre chose dans l'interface, on voit le nombre de munitions dans le fusil. Donc dans le chargeur actif, 51 balles, et le nombre de munitions réserve 306. On voit ensuite la barre de vie du joueur, qui est là, qui est quasiment invisible. La barre de vie des joueurs juste en dessous, ça c'est les joueurs de l'équipe. Les objets qu'ils ont équipés, donc on a le droit a priori à 2 items équipables tels que des grenades, des flashbangs, ici on voit une mitrailleuse, ça c'est une mine, ça c'est un truc pour soigner, et ça c'est une mitrailleuse qui se pose sur trépied. Et donc là on a la barre de vie, et là les deux items que ce personnage-là, donc notre personnage à nous, a choisi de prendre. Très peu lisible en fait au final cette interface est très grosse. Donc, toujours sur l'I3 2013, on avance un petit peu. Premier message que nous donne Bronson, donc son coéquipier, qui a priori fait partie du groupe Raven, ou peut-être de la guilde ou du clan Raven, c'est que la pharmacie est vide. Donc c'est-à-dire qu'on peut bien, effectivement, c'est confirmé, on peut fouiller certains bâtiments et donc voir s'il y a du stuff à l'intérieur ou des choses intéressantes à l'intérieur. Il lui demande de check sa map. Voilà, on a l'inventaire avec un peu tous les détails. Et c'est ici que c'est intéressant. Euh, Je vais faire pause au bon moment. Voilà. Le premier détail que je remarque qui ne nous a pas été remarqué par Marcos, par exemple, c'est ici cet hélicoptère sur la carte qui circule. Et on sait qu'à la fin de cette vidéo, pour ceux qui l'ont vu, à la fin de cette vidéo, en fait, ils viennent se faire chercher en hélicoptère. Et on peut donc supposer que cet hélicoptère, en réalité, au niveau des Dark Zones, parce que là, ils sont actuellement dans une zone PVP, la Dark Zone, hein, c'est indiqué ici, cet hélicoptère en fait patrouille au final dans cette zone et au moment où on déclenche une fusée de détresse, c'est cet hélicoptère qui vient vous chercher. Donc ce qui fait qu'il doit y avoir un certain trajet et donc un certain moment quand il y a une fusée de détresse, il doit mettre un certain temps en fait à venir vous chercher sur place pour vous extraire de la Dark Zone. On peut regarder ici, surveiller le mouvement de l'hélicoptère, vous voyez qu'il tourne et qu'il a fait tout un trajet au-dessus de la Dark Zone. Ça c'est le premier détail qu'on relève. Si je reprends à nouveau la carte, on voit plusieurs détails. On voit ici qu'il y a des vendeurs dans les Dark Zones, qu'il y a des zones d'event, et l'ensemble de la Dark Zone est orangé. Et on verra plus tard dans le Ultra 2014 qu'ils ont affiné en fait au final leur map. En tout cas qu'elle se présente différemment sur plusieurs points.
Donc là, il sélectionne le point, la police station, donc l'endroit où il souhaite aller avec ses collègues. On voit aussi différents points sur la carte qui indiquent sûrement des quêtes. On peut se douter que ce soit des points de quête qui doivent leur permettre d'XP et d'avancer dans le jeu. Donc voilà, ça c'était le petit détail que je voulais repréciser donc sur l'E3 2013, premier trailer de The Division. On va passer à l'E3 2014 et là on va voir pas mal de choses intéressantes. Sur l'E3 2014, il y a beaucoup de choses à dire. Donc sur cette vidéo-là, pareil, donc je suis sur la carte, donc on peut voir, en fait c'est vrai que j'avais mis les deux cartes à l'origine pour qu'on puisse voir la différence au niveau des maps. Donc ils ont affiné un petit peu nord-ouest, est, notamment ces petits détails-là. Et si je reprends un petit peu, si je remonte un petit peu la vidéo, voilà, la map a été très épurée en fait. On voit beaucoup moins de bâtiments. Parce que là, on n'a pas c'est pas la map du sous-sol, c'est la map au-dessus du sous-sol, donc la map au rez-de-chaussée. Et on peut voir en fait différentes zones oranges, qui sont a priori des zones où il y a des potentiels quêtes ou conflits. Il y a un peu moins de détails sur cette carte-là. Les zones d'event qui sont précisées en bleu ici. Et, donc, on va avancer un petit peu. Voilà. Donc là, il sélectionne en fait sur la carte différents endroits de la carte. Concrètement, dans The Division, en réalité, on joue donc un groupe d'agents qui n'a pas de hiérarchie. The Division, en fait, c'est une division, comme le dit son nom, de plusieurs agents, souvent des cellules de 4, qui sont déployés sur le terrain pour reconquérir en fait la ville de New York. Et leur but, c'est de rétablir les connexions entre les différents bâtiments, rétablir en fait l'énergie des bâtiments et réussir à faire en sorte que New York soit à nouveau habitable et ne soit plus aux mains des différents bandits et des personnes qui essayent de survivre malhonnêtement. Concrètement, The Division, leur rôle en PvE, donc des différents personnages, c'est cela. Donc là, il sélectionne, il passe de The Hotel au bâtiment qui était là, j'ai plus le nom, et à Midtown West. Midtown West, c'est l'endroit où il souhaite se rendre. Il fait un clic dessus, et en faisant un clic dessus, on voit le schéma du métro. Et en fait, leur rôle, comme je vous ai dit, c'est de réussir à rétablir les connexions entre les différents bâtiments et de faire en sorte que les chemins soient safe, en fait, par exemple pour des civils, pour que des civils puissent circuler librement. Sur le premier zoom de cette map, il y a un petit point qui est intéressant à voir, en fait, c'est qu'on voit donc les différents circuits de connexion entre ce qu'il y a en sous-sol et la surface. D'accord, donc les chemins d'accès. Et l'autre chose, c'est qu'à la radio, ils sont en train de déclarer qu'il y a différents problèmes et on voit ici des points en rouge, des points d'accès qui sont lock, en fait, des points bloqués avec ce petit cadenas rouge. Et on voit des petits points, ici et ici, d'autres petits points rouges, un petit carré, qui représente à mon avis des joueurs. Si vous concentrez votre attention, il y aura deux choses à concentrer votre attention. Il y aura le point rouge qui est ici et le chemin qui va se dessiner là. Voilà. Là, on vient de voir ici que le chemin s'est tracé, comme ceci. Et c'est le chemin d'accès à la base d'opération Midtown West. Je vais faire lecture, et quand je vais faire lecture, regardez bien ce point rouge ici, vous allez voir qu'il se déplace. Donc il y a quelque chose qui apparaît sur le scanner. Voilà. On l'a vu très rapidement, le petit point s'est légèrement déplacé. On voit aussi la différence au niveau de l'interface, qui s'est vachement épurée. Maintenant, on a donc le nombre de balles dans le fusil, toujours, le nombre de balles en réserve, les deux items, et le groupe qui apparaît au final en dessous en fait, du pseudonyme principal. Donc il prend beaucoup moins de place sur l'écran et qui est beaucoup plus lisible, avec notamment le nombre de points de vie, en fait, que le personnage possède. Autre différence, on voit la barre de vie de son allié, et on voit aussi le level de son allié. Actuellement, Megan est level 17. On voit le ping, ici, en vert, et donc la barre de vie, voilà, comme j'ai dit précédemment, toujours les deux items qu'on peut équiper et qu'on peut utiliser, tels que les grenades, et ça, je sais plus ce que c'est. Et voilà, donc tels que les grenades, ce genre de choses. Je vais refaire lecture. Comme on a pu le voir hier soir, la petite dédicace à Marco Style, qui se situe ici sur la droite, que Ubisoft lui a fait spécialement à ce néerlandais qui fait donc des vidéos et qui donne énormément de détails euh, sur les vidéos de The Division en les comparant au Google Maps, etc. Des vidéos très intéressantes que je vous invite à aller regarder. Donc The Letter Marcos, en fait, c'est sa façon de dire au revoir sur la fin des vidéos, en fait. Marcos qui fait des vidéos. Autre chose aussi, on voit ici un chien qui joue avec une canette. Petit détail graphique, mais Ubisoft est fan des bergers allemands. La plupart des chiens qu'on voit sur le jeu sont des bergers allemands.
On peut faire le comparatif simple avec la vidéo de l'I3 2013, ici. Quand ils avancent dans la rue, vous allez voir sur la droite à un moment, on voit des chiens et c'est encore des bergers allemands. C'est le premier défaut du jeu qu'on remarque, malgré les graphismes et malgré toute la recherche de textures, etc. Ils n'avaient pas assez d'argent pour faire différents types de chiens. Donc à New York, ne vivent que des bergers allemands. Voilà. On les voit juste ici, les 3 chiens, les 3-4 chiens. Voilà. Donc c'est encore des bergers allemands. Petit détail que j'ai remarqué. On va continuer. Alors, sur la vidéo de l'I3, donc je retourne sur la vidéo de l'I3 2014. Hop, donc là, on a un petit détail intéressant. C'est que quand le personnage s'approche de différents objets, ils entrent directement en interaction avec son interface. Donc on a ici le caddie qui trace un point. On a un petit sac à dos qui trace un autre point. On a une chose au sol aussi qui trace un autre point. Et on va avoir la caméra qui va apparaître, la caméra au-dessus, qui va tracer un autre point, ce qui va lui permettre en fait de recevoir des infos par rapport au passé. On a la surveillance data ici qui monte à 100%. Et là on voit le nombre de jours estimating time, donc le nombre de jours estimé auquel remonte l'événement. On voit le caddie qui réapparaît ici avec la personne à gauche, des gens qui sont en train de fuir et c'est ce qu'elle annonce à la radio Megan. Que tout le monde panique. On voit les numéros d'objets aussi, alors ça je sais pas trop encore à quoi ça correspond, mais on voit différents numéros qui apparaissent sur l'interface. On a Luis Gutiérrez ici, qui déclare qu'il a disparu, sa femme, Mila Gutiérrez, et leur fille. Le petit détail ici qui est intéressant, c'est les informations que vous avez ici. C'est difficilement lisible, voilà. Map updated, new location, 57 Street Station. On sait qu'ici on est dans la 34e street, donc 34e rue. Et donc du coup je pense que cette découverte-là leur lance en fait au final une nouvelle quête qu'ils ont découvert en passant dans ce chemin. Et ils gagnent de l'XP. Parce qu'il a gagné des infos sur ce chemin. 2000 points d'XP. C'est le petit passage dédicacé à Tumac qu'il a vu hier soir quand on regardait la vidéo. Une ombre qui passe dans le fond en fait avec un bruit de barre métallique qui se renverse. Donc il y avait quelqu'un, en tout cas il y a quelqu'un qui circule dans le fond, mais on sait pas qui c'est. Là aussi, beaucoup de gens ont remarqué ça, sleeping on the job, voilà, quand on est policier et qu'on dort au travail, on se fait buter. Voilà, on est bien dans la 34e rue, on le voit encore ici. Autre petit détail, ils entrent actuellement dans une zone de quarantaine. On le voit parce que ça a été bâché en fait, ici. Et c'est tout simplement indiqué sur les bandes jaunes de police, quarantaine arrière. Ce qui veut dire qu'en fait, les policiers qui étaient censés garder, vous voyez le portail en métal qui a été écrasé, les policiers qui étaient censés garder en fait cette position et donc qui bloquaient l'accès vers leur mission en fait, se sont fait tuer. Et la zone est maintenant ouverte à la contagion puisqu'à l'intérieur il y a plein de cadavres, plein de cadavres de gens qui ont été contaminés. Je vais remettre un petit peu en arrière. Petit détail, je vais y arriver. Petit détail graphique en fait sur la gauche, ici. Des règles a priori de surveillance comment on appelle ça, pas des conditions de maladie, mais des symptômes de maladie. Je tousse, j'ai froid, là je vois pas trop, blue, your, quelque chose, et là il fait ouais, la vie s'en va. Voilà, un autre petit détail, le groupe vient de s'agrandir, ils ont invité en fait 2 personnes, mais Megan l'a annoncé en audio, ils ont invité 2 personnes, Bronson qu'on retrouve avec son level 16 et sa barre de vie full et l'équipement, et Chris qui joue sur sa tablette qui est level 14 avec un accessoire de tablette. On a un autre petit détail intéressant aussi ici, quand il passe au niveau des différents cadavres, on a un taux de contamination qui commence à augmenter. Donc en fait, automatiquement l'interface scanne en fait ce qui se passe autour au niveau du taux de contamination, comme on a pu le voir dans le 1, quand il passait dans la première vidéo de l'I3, où on voyait les taux de contamination des gens. À mon avis, quand la barre arrive à fond, c'est que ça sent pas bon pour vous dans le jeu. Heureusement, la barre s'arrête à 25%, et la contamination est low, ils ont traversé assez rapidement. Voilà, body collection de points ici. Qui nous indique donc qu'effectivement c'était bien une zone de quarantaine qui était gardée par des policiers qui se sont fait abattre. Du coup le chemin est maintenant dégagé, ils sont arrivés à leur objectif. On note ici sur le côté le petit révélation, mais je sais pas trop ce qu'il voulait signifier par la révélation, j'ai rien vu de particulier lié à ça. Ok, donc on arrive sur la première scène PVE. Parce que là ils sont actuellement en PVE, ils ne sont pas dans une dark zone.
Donc c'est là que c'est intéressant. On voit le premier scanner en fait en visuel du personnage, premier scanner des PNJ. On voit qu'ici il y a 3 mobs et un élite qui vient d'apparaître juste là. Avec une petite action PVE, ils sont en train de gueuler vers voilà, la base d'opération. Ils sont censés, ils sont venus ici pour la libérer justement et pour réparer ses accès. Là, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'en fait, il y a Chris sur sa tablette, il leur décrit la situation en leur disant qu'il y a bien 3 mecs et un élite devant la base d'opération, mais aussi 3 ennemis derrière le camion. Autre chose ici, on voit une petite zone rouge, ces petits rayons rouges en fait qui indiquent que Chris avec sa tablette scanne les ennemis et peut les comptabiliser ou peut donner la vision aux autres joueurs à travers les structures, ce qui peut être très utile en combat. On a une sélection, tiens que j'avais pas vu d'ailleurs, je le fais en live, hein. Je le fais en live. On a une sélection ici des armes par le player principal. Et on voit qu'il a en fait un menu dans lequel il peut switch certains items. Donc en fait on n'est peut-être pas limité des items, il y a possibilité peut-être hors combat de choisir de nouveaux styles d'items. Comme la mitrailleuse ici, ça c'est le drone qui flash et les grenades. Et il choisira le drone qui flash. Étant donné qu'on est sur Xbox, il n'y a que 2 touches pour sélectionner en fait ces 2 choses-là. Ici, il y a son allié qui va jeter une petite mine. Fort intéressante, regardez bien l'endroit où elle atterrit juste à côté du cadavre du policier, juste là. Il commence la scène d'action, il décide de se déplacer, il se met à couvert. Et la mine est actuellement arrivée ici. Ok, vous êtes prêts? Ok, c'est parti, lancement du combat. Donc on a Bronson qui va charger sur la gauche, voilà c'est parti. Il va commencer à tirer, il va tuer le joueur qui est ici à droite. Megan, c'est la fille, et ben dans les vidéos apparemment la fille elle sait pas jouer, hein, parce qu'elle se met à tirer et elle rate absolument toutes ses cibles. Vous allez voir, puisque ces personnages-là sera descendu par le personnage principal et lui va s'enfuir. Donc que fait Megan pendant ce temps-là? Elle est en train de se toucher sur 2 cibles qui ne bougent pas, alors que je précise qu'elle est quand même, on le voit, alors la scène d'action, elle est quand même ici au fusil sniper. Félicitations, elle rate dans un couloir où les personnages ne bougent pas, une cible qui n'est pas mobile avec un fusil sniper. Voilà, donc les filles ne savent pas jouer, c'est le message qu'Ubisoft essaye de transmettre à travers ses vidéos. Merci Ubisoft. Donc, engagement du combat. Donc le petit détail qui tue ici, c'est la mine qui s'active au moment où le personnage ennemi se déplace. Regardez bien la mine, ici, hop, qui va le paralyser, donc une mine paralysante, et qui va permettre en fait au joueur de l'abattre. Autre petit détail de cette scène, donc vous voyez que quand le joueur tire, les balles peuvent traverser les corps et toucher le joueur d'à côté. Enfin le joueur, pardon, c'est des PNJ, hein. Donc le PNJ d'à côté. Et que lorsqu'on vise la tête et que la balle touche la tête, on fait à peu près 2 fois les dégâts, 2 à 3 fois en fait les dégâts des dégâts de base de l'arme. Donc ça c'est la petite chose qui est intéressante. Quand on touche les cibles, selon l'endroit où on les touche, on fait plus ou moins de dégâts. Donc là il s'agit d'un coup critique, affiché en rouge. Ici, on voit sur la droite qu'il y a un petit ennemi qui se pointe aussi, qui n'a pas été signalé auparavant. Il se cache derrière la station de bus. Il commence à tirer sur ses adversaires. Un petit peu d'ambiance. On peut voir ici que Bronson a perdu un peu de points de vie et que Megan a perdu un peu de points de vie. Ici, on arrive à une étape intéressante. Chris est en train de scanner avec sa tablette, donc on voit légèrement, si vous regardez en rouge, on voit légèrement les cibles en fait apparaître à travers la station de bus derrière laquelle il est caché. Et l'autre chose, c'est surveiller bien ses points de vie. Il est à 1400, il a pris un petit peu de points de dégâts, et même en étant à couvert, il va tuer cet ennemi, il a toujours pas perdu de points de vie. D'accord. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va subir un feu nourri à travers la vitre. Et regardez ses points de vie. Là, ce qui est intéressant du coup, c'est de voir que les PNJ adverses, si quelqu'un vous tire à travers un mur, vous prenez des dégâts réduits, mais vous prenez quand même des dégâts. Ici, on a un outil qui est très utile qu'il va utiliser, c'est une espèce de drone flashbang en fait, qui va se contenter d'illuminer l'ennemi pour l'empêcher de voir sa cible. Du coup, il en profite pour faire le tour. Et vous voyez le drone qui est quand même très efficace, et il va en profiter pour l'abattre. On remarque ici le gain d'XP qui est de 175, parce que c'est lui qui l'a tué. Ah, un gain d'XP de 80,
s'il n'a pas touché la cible ennemie et que c'est ses alliés qui la tuent. Ce qui veut dire que l'XP est simplement divisé par 2 quand on joue en groupe et qu'on n'a pas touché la cible ennemie. Autre petit détail de cette scène, un ennemi qui est situé par là-bas lui a envoyé une grenade. Cette grenade, quand elle arrive au sol, on voit, elle est délimitée par toute une zone rouge, la zone d'explosion. Et on voit aussi le temps qu'elle va mettre à exploser. Il décide de courir et de glisser, il prendra quand même des dégâts de la grenade. Il perd 300 points de vie. On voit ici aussi Megan et Bronson qui commencent à être mal au point. On voit toujours leur level ici, respectif. Et il commence à ouvrir le feu sur sa cible. On voit qu'il y a au-dessus Chris avec sa tablette qui est en scan permanent sur cette cible-là. Je pense que ce n'est peut-être pas que pour le voir. C'est ça qui est intéressant. C'est peut-être que ça met un debuff en plus qui permet au personnage de faire plus de dégâts. Et c'est confirmé ici puisqu'il monte à 517 points de dégâts. Donc je pense que ça optimise aussi les dégâts du groupe. Autre chose, le drone qui était au-dessus, si on repasse la scène un petit peu et que je vous laisse le son, vous allez voir que le drone attaque. Ici, cette explosion a été déclenchée par le drone, puisqu'il n'y a aucun skill d'utiliser par le groupe. Alors là, c'est pareil, c'est petit tips vidéo. En réalité, c'était bien prévu qu'il tombe à cet endroit-là, puisque si vous écoutez bien la radio, et que vous surveillez surtout Bronson aller jusqu'au taxi. Voilà, Bronson vient de dire qu'il était par terre avant même de tomber par terre. Là, on a une petite tourelle qui est posée par Megan, petite tourelle lance-flamme. On voit qu'il y a le CD qui est en cours de récupération. Donc, quand vous utilisez un item, vous ne le perdez pas, il a juste un CD. Il reste donc un PNJ adverse et le mob elite qui est juste là. Autre chose intéressante, ici, le joueur principal décide de tirer à travers la vitre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tirant à travers la vitre et à travers le taxi, il fait les mêmes dégâts que s'il avait la cible directement en visuel. Ce qui veut dire qu'en fait, quand les ennemis, a priori les PNJ ennemis nous tirent à travers le mur, les dégâts sont réduits. Mais quand un joueur tire à travers un mur, lui, il fait ses dégâts maximum. On va reprendre un petit peu de dégâts. Là, il va utiliser son deuxième item, la fameuse mine, qui est à tête chercheuse et à recherche. Il va hop. Donc là, on a un effet magnifique. Je vais vous laisser la scène en entière. Je vais la décrypter après. Ok. Je vais reprendre cette scène un peu plus en détail. Là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes en fait sur cette scène. La première, c'est les dégâts qu'a subi les voitures. Les balles, les traces de balles que vous voyez ici, c'est les balles que ce joueur-là a tirées précédemment en abattant quelqu'un. L'autre chose, c'est que quand le boss tire sur la voiture, non seulement elle s'abîme, donc ça c'est les balles aussi qu'il a tirées au travers avant, non seulement elle s'abîme, mais en plus ça se désagrège petit à petit. On va voir le pare-choc ici qui va tomber, par exemple. Voilà, donc la voiture vraiment qui se détruit et s'affaisse petit à petit. La mine qui va exploser, donc qui va faire des dégâts au boss, mais en plus qui va l'étourdir. On voit les chiffres rapidement ici. Et la team du coup qui décide de charger le boss pour le descendre pendant qu'il ne peut pas se défendre. Là, le boss meurt. On a le loot qui apparaît selon l'interface de The Division. Et on voit Base of Operation de Midland South. Donc en fait, quand cet objectif-là apparaît, c'est que ça a été clean. Opérationnel, confirmé. Supply line connected. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'ils ont réussi à faire en sorte de connecter la base d'opération à quelque chose qui leur permet sûrement d'avoir de l'énergie pour pouvoir faire développer autre chose. Et c'est là qu'on a énormément de choses intéressantes sur la vidéo. Premièrement, on voit que le joueur loot simplement en passant sur le boss. Regardez ici, le main personnage. Hop, voilà, il a récupéré son loot et il continue. Ici, on a énormément d'informations. Premièrement, base d'opération, donc Midland South. L'armurerie est opérationnelle. Le centre médical n'est pas opérationnel et la station d'échange n'est pas opérationnelle non plus. La supply line a été connectée. Ils sont en power level 1. Ils ont 2 personnels, alors ça je sais pas trop, c'est peut-être des PNJ qui doivent défendre ou quelque chose comme ça. Ils ont des connexions à... Ils ont des
des connexions de voyage, en fait, des moyens de transport vers Midtown North et vers la Dark Zone Low. Ça, c'est pareil, c'est des informations intéressantes. L'autre chose, c'est qu'au niveau de la base d'opération, on a le security level qui est à 1,8. On a le moral. Donc allez savoir ce que ça pourrait être que le moral. Peut-être que des PNJ attaquent les endroits et les reprennent. Et que le moral baisse, peut-être quelque chose comme ça, et qui fait que quand le moral arrive à 0, ils perdent le bâtiment, ils sont obligés de le récupérer. On a le taux de contamination qui est de 4.0. Donc le taux de contamination de l'environnement. Donc il y a sûrement quelque chose qui sera lié à ça. Et enfin, on a la progression level 1 sur 0. Et ça, je pense que c'est parce que l'armure est opérationnelle, donc ils sont à 1, ils arriveront à 2 quand le centre médical sera opérationnel, et à 3 quand la traçation sera terminée. Voilà pour les petits détails que j'ai pu noter sur la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé, et à plus.